lancer dans une discussion sur l'avenir des soins de santé au Canada, j'aimerais commencer par un sondage pour évaluer notre compréhension collective de l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. Veuillez répondre à cette question sur vos écrans. Nous dévoilerons bientôt la réponse et je pense que le chiffre pourrait surprendre beaucoup d'entre vous. Alors, bienvenue à cette discussion sur l'avenir des soins de santé au Canada. Au cours de la prochaine heure, nous explorerons les importants défis auxquels notre système de santé est confronté et surtout, nous examinerons les tendances et solutions émergentes qui s'avèrent prometteuses. Commençons avec l'histoire de Sarah, une mère de famille de 45 ans qui vit dans une région rurale du Québec. Elle gère son diabète tout en s'occupant de son père âgé, atteint de démence précoce. Le mois dernier, Sarah a dû coordonner les soins entre son médecin de famille, son endocrinologue et le gériatre de son père. Malgré l'utilisation de plusieurs outils de santé numérique, ces dossiers médicaux sont éparpillés dans plusieurs systèmes différents. Ceci était apparent lorsque son père a eu une urgence et les médecins urgentistes n'ont pas pu accéder à son historique médical complet. L'histoire de Sarah est semblable à celle de nombreux Canadiens et Canadiennes. Il existe 3 défis fondamentaux auxquels nous sommes confrontés en 2025. Le défi de la fragmentation des données des patients, où des informations essentielles restent stockées dans des silos, la crise de l'accès aux soins de santé, en particulier dans les communautés rurales et éloignées, et la grave pénurie de personnel soignant. Et pour répondre à la question de notre sondage, nous aurons besoin de 44 000 médecins supplémentaires au Canada d'ici 2028. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Un Canadien sur 5, soit environ 6,5 millions de personnes, manque d'un prestataire de soins de santé primaire. Les dépenses de santé représentent 12,4 % de notre PIB et atteindront 372 milliards de dollars en 2024. Et 75 % des médecins déclarent que leur charge de travail administratif les empêche de s'occuper de leurs patients. Alors, la discussion d'aujourd'hui ne porte pas uniquement sur les défis. Nous examinerons comment le déploiement d'une technologie responsable et l'évolution des modèles d'assurance créent des nouvelles possibilités pour la prestation des soins de santé. Et surtout, nous étudierons comment les innovations augmentent la capacité des prestataires de soins de santé, permettent des modèles de soins en équipe et créent de nouvelles possibilités pour des soins de santé accessibles, efficaces et centrés sur le patient. Pour guider nos discussions, j'ai le plaisir de vous présenter notre panel, chacun apportant une expertise unique à cette conversation. Alors, j'aimerais présenter en premier Jody Kieran, vice-président Excellence en ingénierie de plateforme chez TELUS Santé, dirigeant la transformation numérique des infrastructures et des opérations technologiques. Bienvenue, Jody. Dr Vincent Dubouchel, directeur de la transformation numérique en santé chez KPMG, combinant son expertise en médecine et technologie pour améliorer les systèmes de santé. Bienvenue. Yvan Gendron, conseiller stratégique, apportant plus de 40 ans d'expérience en gestion et transformation de services en santé au Québec. Bienvenue à vous. Et finalement, Éric Trudel, vice-président exécutif et leader en assurance collective chez Beneva, qui réimagine les rôles des assurances dans les soins de santé. Merci, monsieur. Ensemble, ils représentent différentes facettes de notre écosystème de santé, chacun occupant une position unique pour explorer les défis et les solutions qui dessinent l'avenir des soins de santé au Canada. Alors, commençons la discussion sur la croissance exponentielle que nous connaissons dans le monde de la technologie et qui se déroule sous nos yeux. Jody, j'aimerais commencer avec vous. L'équipe TELUS est à la pointe de l'innovation technologique. Nous assistons à un rythme de changement sans précédent dans l'adoption de l'IA et de nouvelles technologies. Quelle est l'approche de TELUS en ce qui concerne l'adoption des technologies transformatrices, tout en assurant une implémentation responsable et éthique? Merci, André. Très bonne question. Vous savez, on vit ce que je crois être l'une des périodes les plus transformatrices de l'histoire de notre histoire.
l'IA n'est pas seulement qu'une tendance technologique comme les autres. C'est une technologie révolutionnaire qui va changer fondamentalement notre façon de travailler, de vivre, de résoudre des problèmes, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Des études récentes publiées par Google prévoient que l'IA générative pourrait stimuler notre économie canadienne de plus de 230 milliards de dollars et permettre aux travailleurs canadiens moyens d'économiser plus de 175 heures par année. Et ils vont pouvoir réinvestir ces précieuses heures dans des tâches plus importantes. À TELUS, nous avons reconnu très tôt le potentiel et avons fait le choix décisif de nous appuyer sur le potentiel de l'IA, mais de le faire de manière réfléchie et responsable. Nous sommes à l'avant-garde de l'IA depuis plus de 10 ans maintenant, et lorsque l'IA générative est apparue en 2022, quand ChatGPT est devenu public, de nombreuses organisations ont adopté une approche attentiste. On a choisi une toute autre voie. En quelques mois seulement, on a développé nos propres outils d'IA générative de TELUS privé et sécurisé et démocratisé l'accès, offrant ainsi à notre équipe une IA de pointe à la fois sûre, sécurisée. Aujourd'hui, plus de 55 000 membres de notre équipe TELUS utilisent régulièrement les outils d'IA pour trouver les moyens novateurs d'être efficaces, productifs et de résoudre des problèmes d'affaires complexes. Dans tous les services, dans toutes les disciplines, de finance aux services juridiques, en passant par les ressources humaines et le marketing, évidemment la santé. Dans nos activités de santé, particulièrement, nous constatons que l'IA révolutionne tout, les flux de travail administratifs aux soins des patients. Voici quelques exemples. On automatise également la façon dont nous traitons la documentation relative aux soins de santé, ce qui a considérablement réduit le temps de traitement manuel des demandes, de consultation et d'autres documents qui sont essentiels, ce qui permet à nos professionnels de la santé de passer moins de temps sur la paperasse et plus de temps avec les patients. On mise sur une fondation responsable. Notre approche se distingue par la façon dont on a intégré des pratiques d'IA responsables dès le premier jour. Nous sommes devenus les premiers télécoms au Canada à signer le code de conduite en matière d'IA du gouvernement, et notre outil de prise en charge à la clientèle IA générative de TELUS a été le premier au monde à obtenir la certification ISO 31700-1. Donc, on respecte la vie privée dès la conception. Ce n'est pas seulement qu'un hasard. Cette approche reflète notre conviction fondamentale que l'IA doit être développée en plaçant l'éthique et la responsabilité au cœur de ses préoccupations. Merci beaucoup, Jody. TELUS vient d'annoncer la construction de la première usine souveraine d'IA au Canada en collaboration avec NVIDIA. Il s'agit d'un changement important qui fait passer TELUS du rôle d'adopteur de l'IA à celui de facilitateur clé de l'infrastructure de l'IA. Jody, alors que l'équipe se prépare à ouvrir un des centres de données prêts pour l'IA les plus durables au monde d'ici l'été 2025, quel impact transformateur envisagez-vous sur le paysage technologique au Canada? En quoi cet investissement dans une infrastructure d'IA souveraine change-t-il la donne pour les organisations canadiennes? L'usine d'IA souveraine de TELUS sera la première installation de calcul d'IA sécurisée à grande échelle au Canada, propulsée par les supercalculateurs, les GPU évolués de prochaine génération de Hopper et Blackwell de NVIDIA. Cette installation, la fine pointe de la technologie, fournira aux entreprises et aux chercheurs canadiens la puissance de calcul dont ils ont besoin pour développer, former, déployer tous les modèles d'IA sophistiqués entièrement à l'intérieur de nos frontières canadiennes. La souveraineté à 100%, quoi. On est très fiers de cette initiative parce qu'on construit une infrastructure d'IA essentielle dont le Canada a besoin. Par le même fait, on assure la place du Canada dans la révolution de l'IA et on assure notre souveraineté numérique. On comble une lacune critique. Aujourd'hui, la plupart des organisations canadiennes doivent compter sur une infrastructure informatique d'IA à l'extérieur de nos frontières. Avec l'usine d'IA souveraine de TELUS, on change la donne. Pensez-y de cette façon. Les données sont le nouveau pétrole, puis l'informatique de l'IA, c'est la nouvelle raffinerie. En bâtissant cette capacité à l'intérieur du Canada, on s'assure que l'innovation canadienne reste au Canada, que les données canadiennes soient sous contrôle canadien, et qu'on peut développer des solutions d'IA qui reflètent nos valeurs, répondent à nos besoins uniques. L'impact économique sera incroyable. On crée un environnement où les entreprises canadiennes, qu'ils soient des start-up ou de grandes entreprises, pourront développer et étendre des solutions d'IA sans avoir à regarder au-delà de nos frontières. L'accès à une plus grande puissance de calcul de l'IA augmentera la productivité, stimulera l'efficacité et transformera de nombreux secteurs tels que les soins de santé, par exemple,
les diagnostics alimentés par l'IA, l'analyse prédictive et la recherche. Parlons un peu de durabilité. Ce qui rend notre approche à l'égard de l'IA vraiment unique, c'est l'engagement de longue date de TALUS en matière de durabilité. Notre usine d'IA sera située dans l'un des centres de données les plus durables au monde, fonctionnant à une efficacité énergétique 3 fois supérieure aux normes de l'industrie pour la consommation excessive d'énergie, utilisant 75 % moins d'eau pour le refroidissement et fonctionnant à 99 % d'énergie renouvelable. Nous prouvons que la puissance de l'IA ne doit pas se faire au détriment de notre environnement. Le moment est crucial. Les pays du monde entier s'efforcent d'établir la souveraineté de l'IA. La France s'est engagée à verser 109 milliards d'euros. Les États-Unis investissent 500 milliards de dollars dans le projet Stargate. Et d'autres les suivent. Le Canada ne peut pas se permettre de prendre du retard. En tirant parti de notre partenariat avec NVIDIA, en déployant leur plus récent supercalculateur, on veille à ce que les organisations canadiennes aient accès à des capacités d'IA de catégorie mondiale, ici même au Canada. Merci, Jody. C'est une initiative très intéressante. Nous allons maintenant examiner comment ces défis se manifestent dans notre système de santé. Docteur Dumouchel, vous apportez un point de vue particulier en tant que médecin de famille. D'après vous, d'après votre expérience avec les DME et les solutions en nuage, quelles idées reçues devons-nous remettre en question dans notre approche sur la transformation numérique en santé primaire? Merci, André. Écoutez, en fait, historiquement, le dossier médical électronique, c'était simplement un outil d'archivage, un aide-mémoire où est-ce que, je voyais mon patient et j'allais colliger de l'information sur ce dernier sur un support papier nécessairement, et il m'était destiné à moi seulement. À l'ère actuelle, en fait, on est dans un mode de collaboration où est-ce qu'on travaille avec plusieurs professionnels de la santé, que ce soit au sein de notre clinique ou même à l'extérieur de notre clinique, quand je pense aux pharmaciens communautaires, aux ergothérapeutes qui nous supportent. Et nécessairement, en fait, on n'avait pas encore envisagé à ce moment-là tous les outils de collaboration qui étaient probablement nécessaires à nous outiller, à avoir ce genre de communication avec nos collègues. Si je remonte aussi en arrière, nécessairement, j'avais aucune forme d'intelligence dans mon dossier médical électronique. En fait, j'allais moi-même sur papier. Même, on m'apprenait à l'école de devoir faire une courbe de croissance pour un jeune enfant. Mais aujourd'hui, ces courbes de croissance-là se font de manière manifeste, là, sans même que je touche à quoi que ce soit. Okay? Ceci dit, la prochaine évolution du dossier médical électronique va venir par probablement l'adaptation à ce qu'on appelle les trajectoires de soins ou les flux des patients. Je pense, entre autres, à un patient, par exemple, qui vient pour du diabète, quelqu'un qui vient pour un formulaire d'invalidité à faire remplir, que ce soit quelqu'un qui a de l'hypertension, un sans rendez-vous, tout simplement. Chacun de nos patients passe par la porte d'entrée, mais avec nécessairement une raison de consultation qui est différente. Et à ce moment-là, il faut commencer à adapter les processus ou même les trajectoires de soins pour pouvoir adapter à ces patients. À quoi je pense? Écoutez, si je vois un patient dans le cadre du diabète, que ce soit dans une trajectoire spécifique pour le diabète, écoutez, je vais vouloir faire resurfacer la dernière valeur de ces laboratoires. Je vais vouloir peut-être voir le dernier suivi, justement, fait par l'infirmière à ma clinique qui fait les suivis de diabète. Je vais peut-être même vouloir voir s'il y a eu une communication avec le pharmacien localement. Mon dossier médical électronique est, en ce sens, peut-être un outil qui pourrait me permettre de faire surfacer ces différentes questions-là et les différents points d'information qui vont m'être nécessaires pour mieux accomplir mon travail. Donc, il faut passer par le plus d'automatisation possible pour essayer de nous redonner du temps et ainsi pouvoir nous rendre plus productifs, mais s'adapter aux différentes trajectoires qui sont spécifiques à nos patients. C'est très intéressant. J'aimerais tourner maintenant à Yvan. Étant donné votre vaste expérience à différents niveaux du système de santé du Québec, en tant que dirigeant d'établissement de santé, sous-ministre même, quels sont les obstacles systématiques que vous considérez comme les plus importants à surmonter? Vraiment une question très importante parce qu'il y a beaucoup de niveaux, de difficultés, d'enjeux à différents paliers du système de santé de Québec, là. Mais comme gestionnaire d'établissement et comme sous-ministre, j'ai pu observer beaucoup d'obstacles. J'ai pu observer beaucoup de gens aussi qui essaient de faire lever justement ces obstacles-là. Mais ça freine notre capacité collective là, à offrir des soins accessibles, équitables et durables. Et là-dessus, c'est notre principal défi, je pense. Donc, parmi ces défis-là principaux que je considère cruciaux à surmonter, on peut parler, comme en introduction, André, tu mentionnais, la fragmentation du système. Donc, tout le cloisonnement entre les paliers de soins, que ce soit au niveau de la première ligne, la deuxième ligne, les soins communautaires, socio-hospitaliers, ça demeure un frein majeur à la continuité de service.
Donc, il ne faut pas être trop fragmenté. C'est constamment des défis auxquels on est associé. Donc, des parcours de soins en discontinu pour les patients. On parlait de trajectoire, là. Vincent t'en parlait tantôt. Donc, si on a une trajectoire qui est discontinue, bien évidemment, on va avoir une faible interopérabilité entre les systèmes d'information, d'où les travaux actuels sur l'implantation des dossiers santé numérique national. On va voir ça au cours du mois de novembre, j'en parlais tantôt. Là. Il va y avoir 2 projets pilotes qui vont se déployer au niveau du dossier santé numérique. Et là-dessus, il y a des opportunités. Mais évidemment, la duplication des efforts, des pertes d'efficience, on va être confronté à ça. Nous sommes à chaque réforme de toute façon, à chaque grand changement au niveau de l'offre de services, la façon de donner des services. Mais parmi les freins, les enjeux, la centralisation versus l'autonomie locale. Ça, là, évidemment, là, avec les réformes, on tend vers plus centralisé. On dit que souvent, c'est de la décentralisation. Mais il y a une tension qui s'exerce tout le temps entre les efforts de centralisation pour uniformiser les pratiques, ce qui est bien en soi, pour faire évoluer. Mais en même temps, il ne faut pas diminuer, je dirais, l'agilité et l'innovation. Donc, la nécessité de donner de l'autonomie aux établissements locaux nuit à l'agilité du système. Il faut que cette réforme-là, qui cible, entre autres, une centralisation importante, en début de réforme, c'est normal, mais il faut tendre vers d'autres choses. Donc, cette réforme importante de la gouvernance devrait être observée, actuellement, c'est tout à fait normal, par une perte de marge de manœuvre pour les gestionnaires locaux. Hein, c'est ce qu'on sent actuellement. Il y a un ralentissement de l'adaptation des services aux réalités communautaires. C'est ce que les gens essaient de s'accrocher pour représenter leur réalité, qui est très différente, là, je dirais, d'un océan à l'autre ou de l'océan Atlantique jusqu'à la rivière Outaouais en ce qui concerne le Québec. Mais pour moi, ça a toujours été la main-d'œuvre qui est l'enjeu le plus important, tant au niveau de sa rareté que l'incertitude au niveau de la gestion de ces ressources-là. Okay? Là, on observe, dans le fond, que tous les employés sont maintenant sous Santé Québec, donc un seul employeur unique, avec des réalités très différentes sur l'ensemble du territoire. Mais la pénurie de personnel, c'est une réalité incontournable. On doit faire face à l'augmentation des besoins de la clientèle qui sont variables, qu'on connaît pour la plupart, mais encore là, dans différentes sections, santé mentale, personnes âgées, il y a beaucoup d'inconnus dans lesquels il faut faire face. Donc, avec l'arrivée de Santé Québec comme employeur unique, comme je le disais tantôt, pour l'ensemble des employés du réseau de la santé, les services sociaux, ça comporte des gestions, des enjeux importants qui sont au-delà des bénéfices. Donc, il faut réaliser, mettre en place des efforts très importants afin de s'assurer que, d'abord, on recrute de façon encore plus importante le personnel, mais au-delà de recruter, il faut les retenir. Moi, je pense qu'il y a des défis souvent plus importants à retenir qu'à recruter. Et ça, c'est la vie, on verra la suite des choses. Mais évidemment, des structures centralisées de négociation collective, c'est ce qui est visé entre autres par la réforme, vont amener une perte d'autonomie aussi, de connaissance, là, je dirais, de la réalité locale. Autre élément mentionné, l'autonomie des dirigeants d'établissements qui sont limités. Il y a un besoin criant pourtant de renforcer, développer, de maintenir les capacités de leadership, tant cliniques qu'administratifs, et là-dessus, il faut s'y associer, il faut mettre l'énergie nécessaire. Merci beaucoup, Yvan. C'est toute une réforme. On va en parler un peu plus plus tard. Maintenant, apportons une autre perspective cruciale à cette conversation. Éric, grâce à votre position unique dans le secteur de l'assurance, vous observez à la fois les défis et les opportunités liées à l'interaction entre la couverture privée et notre système de soins de santé publique. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de prestations collectives et de santé financées par l'employeur qui changent notre façon de penser à l'accès aux soins? Merci, André. C'est une très bonne question. Bien, je pense, en assurance collective, si on part avec un principe de base, je pense que la prise en charge rapide d'une condition de santé, c'est un élément essentiel pour limiter, dans le fond, les complications qui peuvent affecter la santé des participants au régime, puis ultimement entraîner une invalidité. Donc, on le sait, les difficultés d'accès dans le système de santé récentes, bien, pour les assureurs collectifs, ça crée une pression. Nos preneurs de contrat nous demandent d'essayer de trouver des façons de faciliter l'accès pour leurs membres, pour les participants, pour pallier un petit peu là, aux lacunes d'accès du système public. C'est un peu comme ça qu'est né là, des solutions comme la télémédecine ou qui étaient nées auparavant les programmes d'aide aux employés. Donc, c'est des solutions où, si je prends l'exemple d'un programme d'aide aux employés, les gens sont en situation de crise au niveau psychologique, bien, il y a une porte d'accès téléphonique, puis un nombre d'heures avec un psychologue qui est inclus dans le régime d'assurance et que les gens peuvent utiliser avec un accès direct. Télémédecine, on connaît bien maintenant la formule, surtout depuis la COVID, également permet un accès beaucoup plus rapide pour certaines conditions. Puis nous, notre rôle comme assureur, bien, c'est un peu de coordonner cette offre-là. On n'est pas des spécialistes de télémédecine, on n'est pas des spécialistes de programmes d'aide aux employés. Donc,
Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des partenariats avec des entreprises spécialisées dans ces services-là. Donc, c'est ce qu'on a fait avec TELUS Santé. On a le programme d'aide aux employés avec TELUS Santé, la télémédecine. Puis ça, ça donne un accès à ces solutions-là à nos participants de régime. Puis c'est super intéressant. Puis je pense qu'on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, de technologie. Il faut réussir à maximiser la technologie, mais en ne perdant pas le côté humain. Ça, c'est super important. Puis l'exemple que je donnerais là-dessus, c'est quand on a choisi TELUS Santé comme fournisseur de PAE, la raison principale, c'est que notre ancien fournisseur de PAE avait décidé de s'en aller 100% virtuel pour tout ce qui est service de programme d'aide aux employés. Donc, nous, on a sondé nos membres. Puis 50% de nos membres nous ont dit c'est parfait pour la première visite, le premier accès, d'y aller téléphonique ou virtuel. Mais 50% des membres ont dit par la suite, pour les 12 heures du programme d'aide, de suivi avec un psychologue, je veux faire ça en personne. Donc là, c'est super important d'écouter les besoins des clients. Puis c'est pour ça qu'on a trouvé un partenaire qui était capable d'avoir un mode hybride là, qui satisfaisait les besoins. Au niveau des autres tendances, je pense qu'il faut continuer d'explorer les tendances, là, de mieux travailler tous ensemble, ici, les acteurs du système de santé. Puis je pense un bel exemple que je donnerais là-dessus, c'est avec les médecins. On a été un des premiers assureurs Beneva à enlever le fameux besoin d'une référence d'un médecin pour aller consulter les services inclus dans le régime d'assurance, par exemple, aller consulter un chiropraticien, un physiothérapeute. Donc ça, je pense que ça a contribué à libérer, parce qu'à chaque fois je pense qu'on demandait une référence d'un médecin pour aller voir un chiro, on a enlevé un rendez-vous à quelqu'un qui en avait besoin pour quelque chose de beaucoup plus important. Puis ça, l'industrie a suivi. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'en assurance collective au Canada, il n'y a plus de besoin de référence pour consulter les spécialistes. Donc ça, c'est un bel exemple, je pense, de tout le monde qui travaille ensemble. On continue à le faire en tant qu'industrie au niveau des fameux formulaires de gestion de l'invalidité que les médecins disent souvent, c'est fastidieux à remplir. Chaque assureur a des petites différences. Donc, si on peut arriver à un formulaire unifié, ça va aider. Puis, par la suite, je pense, l'étape additionnelle, ça va être de réussir à avoir des formulaires connectés au dossier santé dans les cabinets de médecins, de sorte que, Vincent, si tu es en train de parler à un patient, s'il a besoin d'un formulaire, tu vas être capable de le faire probablement en un clic. Puis ça, au niveau du service patient, ça va faire toute une différence. On a déjà passé de 8 pages à maintenant au moins juste une page. C'est déjà un très gros effort, puis on vous en remercie. Là. C'est vraiment... Puis ça, je pense que c'est en discutant toutes les parties ensemble. Aussi, ce qu'il faut dire au niveau santé, il y a une innovation qui est incroyable dans ce qui est les traitements, les percées médicales. Puis ça, je pense que ça redéfinit l'avenir. Puis en tant qu'assureur, on a un rôle à jouer pour rendre ces services-là disponibles à nos membres. Donc, si je prends 2 exemples récents, les traitements, par exemple, en oncologie, les traitements d'oncologie spécialisés, ça fait vraiment une différence dans la vie de nos membres. Ça permet à nos preneurs de garder les gens en santé au travail. Il faut rendre accès le plus rapidement possible à ces nouveaux médicaments-là, puis je pense qu'on le fait. Dès que c'est approuvé par Santé Canada, les assureurs, on l'ajoute dans nos listes. Les médicaments anti-obésité sont un autre bon exemple. Rapidement, quand les médicaments sont devenus disponibles, approuvés par Santé Canada, on a fait le tour de nos preneurs de contrat, on les a offert la clause. La moitié à peu près l'ont pris, la moitié ne l'ont pas pris. Mais ceux que ça allait avec leur philosophie, leur stratégie, l'ont mis dans leur régime. Ces gens-là, maintenant, peuvent bénéficier de ces médicaments dans le traitement de leur santé. Fait que je pense que ça fait une grosse différence. Puis, dernièrement, je dirais la dernière tendance qui n'est pas si récente, là, on le sait depuis une dizaine d'années, 40% d'augmentation dans tout ce qui est invalidité de type psychologique. On a eu la COVID qui n'a pas aidé. On a maintenant tout le contexte géopolitique, le contexte économique qui ne vient pas aider. Donc, la détérioration de la santé mentale des Canadiens, c'est un gros enjeu. On suit l'indice aussi TELUS Santé sur la santé mentale des Canadiens, puis on le voit, là, ça ne s'améliore pas. Donc, je pense qu'il faut continuer à trouver des solutions parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès encore là en santé mentale. Donc, du côté de Beneva, on essaie, on a un investissement avec la chaire relief en santé mentale, autogestion et travail de l'Université Laval, où on travaille avec eux pour essayer de développer des solutions concrètes pour favoriser l'autogestion en santé psychologique. Je vais parler plus tard d'un exemple d'autogestion en santé physique. Je pense que si on réussit à avoir des outils d'autogestion en santé mentale, ça va également faire en sorte d'améliorer l'accès. Donc, je dirais que ça fait un petit tour d'horizon des tendances que je vois là, au niveau de la santé pour les assureurs.
Merci beaucoup, Eric. C'est un bon rappel que l'assurance publique et privée sont tous deux très importants et qu'ils doivent être complémentaires. Exactement. OK. Alors, nous avons eu une discussion à date approfondie sur les défis auxquels est confronté notre système de soins de santé. Passons maintenant à une autre question, aux solutions et aux innovations qui pourraient contribuer à résoudre ces problèmes. Et comme vous avez dit, Eric, tout le monde a des bels exemples qu'on va entendre. On va commencer avec vous, Dr. Vincent Dumouchel. Grâce à votre expérience dans la création de plusieurs plateformes dans le réseau de santé québécois, quelles sont les innovations ou approches qui vous ont permis de trouver un équilibre entre les promesses technologiques et la réalité clinique? Super intéressant comme question. En fait, il faut toujours repartir de c'est quoi notre problématique et à quel point ça va changer notre vie. Je prends tout récemment un exemple vraiment concret. En fait, les médecins ont récemment adopté une technologie qu'on va appeler un scribe médical en intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est pour le commun des mortels, là? En fait, c'est littéralement, on enregistre dorénavant certaines de nos entrevues avec nos patients, dans lequel, à la fin du processus, bien l'IA ou l'intelligence artificielle va littéralement produire une note clinique à ma place afin que je puisse l'insérer dans votre dossier médical et m'éviter de devoir justement colliger toutes ces informations-là par moi-même, sachant qu'on nous a écoutés tout au long de l'entrevue. Ça a changé notre vie et les médecins sont en train d'adopter cette technologie-là à un rythme qui n'a jamais été vu auparavant, même au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Nécessairement, on s'attaque à quoi? On s'attaque à notre fardeau administratif et à toutes les tâches qui n'ont pas nécessairement une valeur ajoutée. Dans ce cadre-ci, bien nécessairement, c'était de juste colliger toute l'information. C'est certain qu'il faut absolument qu'on ait un dossier qui soit impeccable parce qu'au final, c'est une note qui se veut médico-légale. On doit documenter tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été fait, mais nécessairement, le processus de réflexion, on peut le corriger une fois que ça aura été fait. Ceci dit, ça vient toujours avec un petit bémol. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on arrive avec des nouvelles technologies, par exemple, que ce soit un script biomédical, il faut que la validité des algorithmes, il faut qu'elle soit vérifiée nécessairement, ou il faut non seulement ça, que les médecins puissent ne pas avoir à trop corriger non plus la technologie. Si je passe, par exemple, 5 minutes à devoir justement enlever des fautes puis à corriger certains dans mon texte, bien nécessairement, à ce moment-là, je ne gagne pas nécessairement en productivité. Le but, c'est de nous recentrer vers vous, en fait, les patients, d'avoir les yeux rivés sur vous plutôt que sur nos écrans, alors que dans les dernières années, bien, on était de plus en plus derrière notre ordinateur ou des fois même tourner alors qu'on était devant un clavier plutôt qu'en train de vous regarder et d'avoir cette interaction qui est vraiment nécessaire. Et c'est vers là que la médecine s'en va nécessairement. On espère, du moins, parce qu'on l'avait un peu perdu, cette médecine-là, malheureusement. Et si on reprend tous les signaux qui peuvent nous parvenir, je pense entre autres aux objets connectés, il va falloir que les technologies nécessairement puissent en fait nous aider, nous outiller à monitorer ou à justement nous flaguer, si on veut, faire surfacer certaines des cas qui seraient plus problématiques. Si on pense aux montres connectées, par exemple, ou aux différentes bandes et signaux qu'on pourrait envoyer via des objets, c'est pas vrai qu'un médecin va avoir le temps de rester devant son ordinateur pour nécessairement juste voir tout le input de toute cette belle donnée-là qui va rentrer dans le dossier médical électronique. Ça nous prend des algorithmes pour nous aider, identifier les patients qui sont plus à risque et nécessairement qu'on puisse prendre ensuite les prochaines actions par rapport à ces patients-là, nécessairement. Puis, écoutez, je ne pourrais pas assez le répéter, on s'en va vers une ère où est-ce qu'il faut automatiser. C'était la promesse des logiciels de santé il y a maintenant 20-25 ans. On en a fait une recréation finalement de notre outil papier, c'est ce qu'on a fait pendant les 20 dernières années. Maintenant, on arrive avec la prochaine ère d'intelligence artificielle à pouvoir potentiellement automatiser certaines des tâches à valeur non ajoutée pour les médecins, que ce soit d'aller remplir une requête de laboratoire, justement pré-remplir certaines informations dans un formulaire d'invalidité. Il y a beaucoup de richesse dans notre dossier médical électronique. Justement, on y ressource et on informe dans ce dossier-là depuis des années sur certains patients. Il est temps d'aller rechercher cette richesse-là pour finalement nous aider à être plus productifs et à remplir à notre place certaines des formulaires ou certaines des requêtes qu'on doit remplir pour nos patients. Et est-ce que cette richesse peut aller au-delà de la clinique et on peut apprendre sur le système généralement? C'est super intéressant. En fait, au-delà de la clinique, il y a beaucoup de cette richesse-là qui se trouve à être dans l'interaction justement avec les ressources locales, entre autres.
OK? Je pense justement aux physiothérapeutes. J'avais un patient récemment. Bien, écoutez, il y a moyen justement de dire, OK, est-ce que je peux aller voir de manière collaborative qu'est-ce qui s'est passé avec mon patient chez le physiothérapeute? On s'entend qu'on parle d'interopérabilité des systèmes ici, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y aurait peut-être même un rendez-vous en physiothérapie pas trop loin pour justement s'assurer que mon patient, dans la même séquence, lorsque je lui ai recommandé d'aller voir un physiothérapeute, mais potentiellement qu'il y ait un algorithme qui m'aide à déterminer une plage horaire qui serait directement disponible dans un giron assez proche de mon patient pour pouvoir vraiment l'outiller et l'aider nécessairement. Beaucoup de promesses, là. Yvan, j'aimerais vous demander, nous constatons une évolution vers des modèles de soins plus intégrés, incluant des pharmaciens, et d'autres professionnels de la santé. Comment pouvons-nous mieux valoriser l'ensemble de notre personnel de santé pour faciliter l'accès aux soins et mieux gérer la charge de travail de tout le monde? Oui, bien, c'est le défi qui appartient à tous, hein, effectivement. L'évolution vers des modèles de soins intégrés et interprofessionnels, c'est non seulement souhaitable, là, mais c'est essentiel. Okay? Dans le contexte actuel de la rareté de la main-d'œuvre, la complexité croissante des besoins de santé, là, il faut y être. Il faut être dans l'interopérabilité, mais surtout dans l'interprofessionnalité. Okay? Comment travailler vraiment avec des équipes multidisciplinaires, mais en interdisciplinarité, là, c'est essentiel. On a différents modèles collaborateurs là, qui sont intéressants, qui sont prometeurs, d'autres qui datent d'un certain temps, mais qui évoluent. Plusieurs approches, d'ailleurs, ont démontré leur potentiel. On peut parler des groupes de médecine familiale, bien sûr, là, qui évoluent, qui sont bonifiés, par exemple, dernièrement, depuis peut-être 2-3 ans, avec le guichet d'accès à la première ligne. Donc, comment s'assurer que, finalement, chaque citoyen puisse avoir un service plus rapide, ne pas aller à l'urgence, obtenir un service d'un professionnel, qu'il soit infirmière, physio, ergo, psychologue, etc., là, pour s'assurer qu'on peut justement obtenir au moins le service qui est attendu pour le moment de l'urgence comme tel. Puis après ça, s'assurer de voir, le patient dans son intégralité avec le médecin puis l'équipe interdisciplinaire. Mais là-dessus, ça demande une évolution. Puis là, il y a des ajustements, puis ce n'est pas la même réalité d'un territoire à l'autre. Évidemment, les GMF qui intègrent des infirmières praticiennes spécialisées, on a un gain. Okay? On a un gain dans la pratique. Il y a en ce moment certaines expériences de cliniques, je dirais, d'infirmières spécialisées. En Ontario, il y en a beaucoup plus, ça c'est clair. Là. Au Québec, on est juste au début de ça. Puis il y a certaines des fois de réticence dans les zones, je dirais, de confort, que ce soit des médecins ou d'autres, de participer plus ou moins à ça. Mais quand même, je pense qu'on évolue là-dedans. Parce que si on veut élargir l'approche globale de la prise en charge, plus intégrée, il faut y arriver à travailler en interdisciplinarité. Moi, je travaille comme, entre autres, j'ai un mandat du côté de l'Office des professions du Québec, comme coprésident, tant au niveau de l'exercice de la santé mentale, des ressources humaines, que de la santé physique, pour justement arriver avec des changements de loi qu'il y a eu, entre autres, à l'automne, qui permettent justement de reconnaître le diagnostic, élargir les activités professionnelles de différents professionnels dans ce que c'est santé mentale. Et là, on rentre dans le musculo-squelettique, là. Donc, physio, ergo, chiro, pour nommer ceux-là, mais il y en a d'autres aussi, là, pour s'assurer qu'on puisse plus l'intégrer dans nos trajectoires. Les pharmaciens, d'ailleurs, on a travaillé beaucoup là-dessus, là, jouent un rôle accru, de plus en plus. Oui, dans le suivi pharmacologique, mais encore plus dans la gestion des maladies chroniques, l'ajustement des traitements. C'est une collaboration là, qu'on doit cibler pour intégrer justement cette pratique-là communautaire, mais autant aussi universitaire. Donc, à l'offre des services de GMF, ou peu importe le modèle, parce que là, on entend différents modèles là, que le ministre veut peut-être faire émerger. Là, on verra bien dans les discussions avec l'entente cadre, là, avec, entre autres, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mais si on évolue aussi un pas de plus avec les groupes de médecine famille universitaire, OK, qui nous amènent à mieux former nos gens dès le départ avec des pratiques en interdisciplinarité, favoriser l'enseignement, la pratique interprofessionnelle, le leadership qui est vraiment intégré à ce niveau-là. Il faut faire des pas de plus par rapport à ça. Ce sont des incubateurs d'innovation clinique et d'évaluation des différentes pratiques. On parlait tantôt des soins, entre autres à domicile, services communautaires intégrés. Là. Il faut aller rapidement vers le soin de plus en plus là, pour s'assurer qu'ils vont avoir des services de qualité dans leur milieu de vie. Donc, les équipes de soins à domicile bien coordonnées entre les CLSC, GMF et organismes communautaires. Puis on entend beaucoup les CLSC revenir à la mode un peu, soit à partir de toute la question de santé mentale, jeunesse et personnes âgées, de la part des deux ministres. On devrait arriver avec un soutien à long terme là, pour ces patients souvent vulnérables, d'autres moins, mais qui peuvent le devenir. Donc, on veut être en prévention, en promotion. Donc, pour sauver, entre autres, des hospitalisations, mais surtout d'être, je dirais, au chevet de ces gens-là, en prévention, puis accueillir là, de façon adéquate là, tout l'environnement, là, que ce soit la famille, que ce soit les patients partenaires, que ce soit les pères aidants, etc. On a un devoir. Donc, si on cible des modèles dirigés par des professionnels non médecins, entre autres, là, en collaboration, je pense qu'on parlait des IPS tantôt, mais on va arriver à offrir des services
à différents endroits pour répondre à des besoins d'urgence mineure, par exemple, qui peuvent être dirigés par des infirmières, ça on le voit, beaucoup en Ontario, beaucoup plus qu'au Québec et autres, mais je pense que ça s'en vient. Mais d'abord et avant tout, dans toute cette sphère-là, les gens se recherchent, les professionnels se demandent où est leur place. Il faut arriver à augmenter la valorisation du personnel. Se trouver des leviers d'action dans ces éléments-là, dans cette valeur-là, cette reconnaissance-là, pour que ces professionnels atteignent leur plein potentiel, qu'il y ait une valorisation vraiment du personnel, parce que c'est fondamental. Reconnaître pleinement les compétences professionnelles, ça passe entre autres par différents leviers, mais entre autres la délégation d'actes élargie. La reconnaissance du diagnostic en santé mentale, santé physique, dont je parlais tantôt, c'est des éléments sur lesquels il faut mettre plus d'énergie. Donc, en modernisant les protocoles, pour permettre à chaque professionnel de pratiquer à plein potentiel, les gens vont y trouver leur compte, là, et particulièrement les citoyens et les patients. Donc, créer des environnements de travail axés sur la collaboration, en s'assurant que la formation initiale, dès le départ, soit justement, qui cible justement une trajectoire continue en collaboration, comme je le disais tantôt, et intégrée. Donc, cette formation-là académique, les futurs professionnels doivent apprendre de façon différente. Il faut toujours se garder dans l'idée qu'on est toujours des éternels étudiants et qu'on doit s'ajuster, comprendre nos rôles respectifs, l'évolution de nos rôles, partager l'information là, grâce à des innovations, intelligence artificielle, grâce à l'implication des assureurs qui nous permettent de mieux, je dirais, être plus rapides dans l'offre de services puis en réponse aux besoins. Donc, cette reconnaissance, je dirais, formelle et informelle du personnel, c'est la clé pour moi de la valorisation des initiatives cliniques innovantes. Collaboration, valorisation, des mots-clés dans notre discussion aujourd'hui. Et aussi un bon rappel que la médecine, ce n'est pas seulement les médecins. On a besoin un peu de tout le monde. Alors, Éric, en écoutant les points de vue de Dr Dumouchel et d'Yvan sur l'innovation dans la prestation des soins, quelle nouvelle approche est-ce que Beneva explore pour favoriser de meilleurs résultats en matière de santé, du côté assurance? Oui, bien, écoutez, André, je pense, comme on a entendu les collègues du panel le dire, je pense que la communication puis la connectivité entre les différents acteurs là, de la santé, c'est essentiel. Puis, oui, c'est une innovation, parce que si je compare au passé, ça a toujours été difficile, cette connectivité-là. Yvan le disait, même à l'intérieur du système public, c'est difficile. Fait que quand on sort même connecté avec les assureurs privés, avec des partenaires comme TELUS, c'est doublement un défi. Mais je pense qu'un des éléments qui va changer un peu la donne là-dessus, c'est que les assureurs, on était basés là, sur des systèmes qui datent de la fin des années 80 et 90. Là, bien, chez Beneva, par exemple, on était en train de déployer un nouvel écosystème technologique pour gérer l'assurance collective. Puis ce système-là, moderne, bien, ça va nous faciliter l'intégration des données puis la connectivité avec vraiment d'autres sources externes. Donc, c'est pas fait, mais je pense que les conditions vont être en place pour vraiment être mieux connectés. Puis ça, bien, je pense que ça va être une grosse innovation parce que dans nos compagnies, on parle souvent d'expérience client ou d'expérience assurée. Mais à la fin, je pense, comme je vous disais tantôt, c'est une expérience patient. Puis l'expérience patient, bien, elle commence avant l'assureur, puis elle se termine après l'assureur. Donc, c'est vraiment important de regarder ça globalement. Je pense aussi au niveau du rôle de l'assureur, bien, il faut avoir une stratégie pour mieux conseiller nos assurés. Donc, on a un rôle conseil à jouer. Non seulement, historiquement, on remboursait des prestations. C'était à peu près ça le rôle d'un assureur collectif. Maintenant, je pense qu'on a un grand rôle de coordination. Puis cette connectivité-là va nous permettre de le faire. Soit qu'on le fasse nous-mêmes, ou soit qu'on le fasse via des partenaires, comme par exemple avec TELUS, qui a des outils, justement, de gestion de la santé. Mais pour l'assurer, ça va être transparent. Donc, il va probablement basculer de quelque chose chez Beneva à quelque chose chez TELUS, mais ça va être transparent dans son parcours. Puis c'est ça qui c'est super important. Donc, je pense que le rôle vraiment de l'assureur est en train d'évoluer vers la prévention, la coordination dans le système santé. Et dans le même ordre d'idée, bien, je n'ai parlé rapidement au début, mais la prise en charge rapide, c'est vraiment essentiel. Nous, c'est sûr qu'un gros morceau en assurance collective, c'est toute la gestion des invalidités. Donc, on appelle ça maintenant travail et mieux-être. On aime mieux y aller du côté positif. Mais on le sait, quand on agit rapidement, quand on agit en prévention, bien, on peut prévenir des invalidités. Puis quand il y a une invalidité qui débute, si on agit rapidement, bien, on peut éviter qu'elle dure trop longtemps. On a aussi beaucoup de services de réadaptation. Puis je pense qu'avec toutes les nouvelles technologies, puis Jody, tu en as beaucoup parlé, on a de l'analytique de données qu'on doit mieux utiliser. Un assureur santé, ça a une foule de données à sa disposition.
Je dirais qu'on est pas mal tous dans le même bain, les assureurs santé, on n'utilise pas tant que ça actuellement. Donc, la technologie nous permet de le faire. Je pense qu'il faut le faire pour mieux conseiller nos preneurs de contrats, nos assurés, puis bien les diriger dans tout le système de santé. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va se démarquer puis qu'on va contribuer à avoir un meilleur système santé publique qui fonctionne bien. Vous avez vraiment mis l'emphase sur la connectivité. Vraiment, le thème de la journée est très important dans le système. Je dirais, au-delà de ça, en fait, si je peux rajouter, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a un réflexe maintenant chez les médecins de famille qui est en train de se développer, qu'on n'avait pas vu il y a maintenant 20 ans, qui est de vraiment poser la question, est-ce que vous êtes couvert par un assureur aujourd'hui? Est-ce que vous avez un employeur? Parce qu'on sait qu'il y a une richesse, justement, de ressources qui vient avec les programmes d'aide aux employés maintenant, que ce soit différentes ressources en santé mentale, que ce soit justement au niveau physique. Et ces patients-là, ou ces patients ou vos assurés sont nécessairement choyés d'être dans ces programmes-là. Et ça fait partie de notre arsenal ou de notre coffre à outils qu'on peut maintenant utiliser. On commence à pouvoir l'utiliser à bon escient, justement, auprès de nos patients. Et Jody, vous avez parlé auparavant de l'IA, ça vient à grands pas, mais le TELUS a vraiment pris la position que le développement doit être responsable de l'IA. Alors, je cherchais à développer, accélérer l'innovation dans les soins de santé. Comment est-ce que vous allez aborder cette question fondamentale de l'équilibre délicat entre l'avancement des capacités de l'IA et la garantie d'un déploiement éthique et sécuritaire? Merci, André. On a fait de l'IA la responsable, la pierre angulaire de la stratégie d'innovation de TELUS. On a reconnu très, très tôt que le pouvoir transformateur de l'IA s'accompagne d'une responsabilité tout aussi importante de protéger la vie privée, d'assurer la sécurité, de donner et de respecter les normes éthiques les plus strictes. Notre approche de l'IA responsable repose sur une gouvernance solide, une transparence totale et inébranlable et une amélioration continue. On a mis sur pied un comité sur l'IA générative chargé de superviser le développement, le déploiement dans l'ensemble de toutes nos activités. Alors, ça garantit que chaque solution d'IA qu'on développe respecte nos directives d'éthique et toutes nos exigences strictes et les exigences réglementaires. La transparence est essentielle pour instaurer la confiance dans l'IA. C'est pourquoi on a été les premiers, comme j'ai dit tantôt, les premiers télécoms au Canada à signer le code de conduite de façon volontaire du gouvernement en matière d'IA. On croit qu'il est important d'être ouvert sur la façon dont on utilise l'IA en veillant à ce que toutes les parties prenantes comprennent comment l'IA est appliquée dans tous nos services et nos solutions. Notre engagement en faveur d'une IA responsable nous a valu une reconnaissance importante au niveau de l'industrie. On a été nommé l'organisation la plus remarquable par le Responsible AI Institute pour notre usage responsable de l'IA et pour notre travail d'intégration des pratiques responsables dans tous nos systèmes d'IA. On est également l'une des 20 organisations dans le monde à participer au cadre pilote de l'OCDE pour les systèmes d'IA avancés, ce qui contribue ainsi à l'élaboration des normes mondiales de gouvernance de l'IA, et on peut aussi apprendre de ceux-ci. Nous pensons que l'avenir de l'IA ne réside pas seulement dans la puissance, mais aussi dans sa responsabilité. En maintenant cet équilibre délicat entre l'innovation, l'éthique, on s'efforce de créer des solutions d'IA auxquelles les organisations peuvent faire confiance, dont les individus peuvent bénéficier et que la société peut adopter. Nos outils internes d'IA générative de TELUS ainsi que notre plateforme d'IA au niveau grande échelle, FuelIX, sont conçus en fonction de tous les principes que je viens d'énoncer. Merci beaucoup. C'est une question très importante. L'éthique, c'est pas juste la technologie, mais c'est comment on l'utilise. Alors que nous tournons vers l'avenir des soins de santé connectés, voyons où ces innovations pourraient nous mener dans les 3 prochaines 5 années. Alors, Éric, vous apportez une perspective unique en ayant travaillé sur la tarification, les produits, la stratégie chez Beneva. Quels changements fondamentaux prévoyez-vous dans la façon que les employeurs et les assureurs approchent la santé et le bien-être des employés? Vous en avez touché un peu sur cette question, mais élaborez un peu sur cette question importante. Oui, merci André. Je pense que le changement fondamental a été probablement apporté par la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je dirais que maintenant, les employeurs, les preneurs de contrats d'assurance collective, pour eux, c'est vraiment important de jouer un rôle actif dans le bien-être
au travail de leurs employés. Donc, ça, on n'a plus à convaincre. Il y a eu une époque, probablement, on avait à convaincre nos preneurs de ça. Mais maintenant, c'est l'inverse. C'est eux qui nous demandent. Et quand on fait des présentations de finalistes pour aller chercher un contrat d'assurance collective, c'est souvent dans les premières questions. Quelle va être notre proactivité pour gérer le mieux-être des employés, prévenir, c'est quoi nos initiatives en prévention et aussi comment on travaille fort en réadaptation là, des employés quand il y a une invalidité qui survient. Donc, c'est intéressant parce que comme assureur, on n'est plus juste une commodité, je dirais, on devient vraiment un partenaire stratégique de l'employeur pour garder des employés productifs au travail, mais aussi pour retenir les talents qu'ils ont déjà et aller chercher de nouveaux talents. Donc, c'est sûr que le régime d'assurance collective est beaucoup plus mis de l'avant maintenant, en 2025, qu'il l'était il y a une dizaine d'années. Après ça, je pense qu'un autre gros changement, c'est un peu tout ce qui est personnalisé au niveau des traitements. Tantôt, on en a parlé un petit peu. Je dirais, toutes les saines habitudes de vie, tout ça, on a vraiment des plans, des programmes qui viennent cibler des actions concrètes là-dessus. Médecine personnalisée qu'on a touché rapidement au niveau du cancer, par exemple. Donc, je disais, notre rôle, il faut donner accès aux médicaments. Quand on regarde nos statistiques, on voit que depuis 10 ans, tous les médicaments de spécialité là, qui vont cibler le cancer de façon... je ne me rappelle pas le nom, c'est le terme, c'est des thérapies ciblées, je pense exactement. Ça l'a quadruplé. Donc, quand on regarde le coût il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est x4. Puis là, ça peut paraître incroyablement élevé. Quand on regarde juste le coût des médicaments moyens là, pour le cancer, c'est passé de 8 000 à 15 000 dans la période, mais en plus, il y a une plus grande diversité de traitements. Mais en contrepartie, le côté intéressant, c'est qu'on voit les statistiques d'incidence en invalidité de longue durée diminuer. Donc, sur les dernières 20 années, les nouveaux cas d'assurance en invalidité de longue durée pour cause de cancer ont diminué de 15 %. Donc là, ce qui devient intéressant dans la relation stratégique, c'est qu'on est capable de dire et de faire des chiffres également pour dire, ben oui, il y a un coût vraiment élevé des médicaments, puis si on s'arrête juste à ce coût-là, ça peut être un peu épeurant pour la pérennité des régimes collectifs, mais en contrepartie, il y a une diminution des prestations payées au niveau de l'invalidité de longue durée. Puis ça, l'employeur le regarde, oui, au niveau de la diminution des prestations, mais surtout, ce qui a de la valeur la plus importante pour lui, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de rester au travail même s'ils subissent des traitements, que ce soit à temps partiel ou à temps plein. Donc ça fait une vraie différence dans la gestion des entreprises. On en a besoin. Exactement. Puis c'est ce qui est intéressant. Puis, tu sais, il faut utiliser aussi toutes les nouveautés technologiques. Par exemple, il y a quelques années, on a entendu beaucoup parler de génomique, les tests pharmacogénétiques. Chez Beneva, on a fait des tests, puis on l'a inclus il y a 2 ans dans notre traitement régulier de l'invalidité. Donc, quelqu'un qui arrive avec un nouveau diagnostic, on y offre le test. C'est totalement facultatif. Nous, chez Beneva, on ne voit aucunement les données, mais ça permet à l'assuré de passer ce test-là, puis de l'apporter à son médecin traitant, regarder ensemble. Puis on le sait, là, ça permet souvent de trouver des classes de médicaments beaucoup plus rapidement, qui évitent un long délai d'essais et erreurs. Tout ça à la fin pour ramener un employé actif et au travail le plus rapidement possible. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, je dirais que c'est les exemples, je pense, les plus frappants. Le dernier, je voulais parler, c'est la technologie pour le diabète. Donc, moi, ma conjointe est diabétique type 1 depuis qu'elle a 13 ans. Donc, je l'ai vu évoluer là-dedans. Puis, depuis qu'elle est sa pompe à insuline connectée, c'est incroyable la gestion de sa maladie. Je suis capable de voir comment elle auto-gère elle-même. Elle voit aussi son médecin, mais elle a des outils qui lui permettent d'auto-gérer sa maladie de façon incroyable. Puis quand on regarde nos statistiques, on a maintenant 12 % de nos patients diabétiques qui ont ces technologies-là versus 1 % en 2015. Donc, ce n'est pas une si longue période. Ça, c'est intéressant également parce que ça décharge un petit peu le système. Les gens se gèrent mieux. Puis c'est ce qu'on veut faire aussi, quand je vous citais tout à l'heure l'initiative ou l'investissement qu'on fait avec la chaire Relief. On aimerait être capable d'atteindre aussi des outils d'autogestion aussi efficaces pour ce qui est de la santé psychologique. Merci, Éric. Cette question de médecine personnalisée, c'est vraiment un défi, mais c'est aussi, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Alors, Yvan, si je pouvais tourner vers vous encore, l'évolution des rôles des professionnels et l'intégration de nouveaux modèles, vous en avez parlé, mais comment voyez-vous évoluer notre système de santé d'ici 2030? Je sais que c'est une grande question, mais faites un peu un tour d'horizon.
Bien, je pense qu'avec le recul de mes différentes expériences là, en transformation organisationnelle, tant au niveau des établissements qu'à l'échelle gouvernementale, je pense qu'on peut voir venir là, beaucoup de changements. Des changements qui sont quand même fondamentaux, qui vont être supportés entre autres par l'IA, par des applications différentes, par une vision différente au niveau des assureurs quant à l'accessibilité aux services, une accessibilité plus rapide en évitant là, certains retours vers le médecin qui n'est pas nécessairement nécessaire, puis que le médecin, de toute façon, va répéter ce que le professionnel a écrit aussi, parce que le professionnel a vu dans son entièreté, justement, ce professionnel. Mais je vois, si je peux résumer, mettons, en 3 changements, mettons, qui sont plus importants, plus fondamentaux là, pour 2030. Évidemment, moi, je vois un système, et je m'attends qu'un système soit centré sur les établissements, qu'on passe d'un système centré des établissements vers un système centralisé sur le patient, son parcours. Moi, je travaille régulièrement, que ce soit au niveau de l'Office des professions et auparavant au CHUM, entre autres, dans la transformation de toutes les pratiques, avec des patients partenaires, avec des pères aidants, avec des proches aidants. Donc, on est tous, à un moment donné, proches aidants ou pères aidants, là. Moi, je l'ai été à plusieurs reprises et autres, là. C'est un peu normal. Donc, comment on peut s'assurer qu'on comprenne mieux davantage les besoins réels de la population, de nos proches, mais ne pas se centrer sur les structures existantes administratives. Moi, dans les formations où on m'interpelle, que ce soit des associations médicales ou des ordres professionnels, on me pose souvent la question comment on devrait s'organiser? Bien, je dis, attendons pas que la nouvelle gouvernance s'organise, là, continuez à être innovateur. Continuez à vous propulser, d'assurer le leadership qui vous appartient comme responsabilité, comme professionnel, comme groupe. Okay? Donc, parce que dans une nouvelle gouvernance, c'est normal, il y a une recherche de repères qui s'inscrit. Donc, on devrait toujours s'assurer de voir une prise en charge populationnelle encore plus importante, d'où le nombre d'intervenants par patient qui diminue là, avec notre structure d'âge, et c'est tout à fait normal. Donc, une logique de parcours intégrée, Vincent en parlait à quelques reprises, et à ce niveau-là, que ce soit à domicile, que ce soit en GMF, en milieu hospitalier ou en réadaptation, par exemple, il faut être encore plus fluide, plus agile pour être un système d'information interopérable. Puis là, je m'attends beaucoup, dans le fond, de l'intelligence artificielle. La loi 69 qui est passée l'automne passé, qui est devenue effective plutôt sur l'accès au renseignement personnel pour l'ensemble des professionnels. On a un gain rapide en termes d'aide aux citoyens qui sont vulnérables, qui ont des besoins là, de santé, etc. Mais donc, la transformation numérique, la démocratisation des données, dans le fond, que je viens d'aborder aussi, s'assurer que ces données-là sont partagées en temps réel, OK, entre les professionnels, avec les citoyens, mais qu'en tant que tel, le citoyen puisse quand même être le maximum, je dirais, responsable, capable d'utiliser ces données-là comme tel, avec sa compréhension, mais d'avoir un accès aux services qui lui permettent justement de valider, d'informer, de se corriger, etc. Donc, si on regarde de façon plus pratique le déploiement de santé numérique, on voit deux projets pilotes, que ce soit du côté du CIUS, là, du côté du nord de l'île de Montréal, du côté de Maurice-Centre du Québec. Fin novembre, on devrait voir l'implantation de ces modèles-là. Est-ce qu'ils vont être complètement effectifs à ce moment-là? La réponse, c'est non. Les gens vont faire des essais-erreurs, c'est tout à fait normal. C'est un changement fondamental dans l'utilisation des données, dans lequel TELUS et plein d'autres, je dirais, soit des gens qui font des applications ou des équipementiers, vont être mis à contribution pour s'ajuster. C'est un défi important. Mais l'intelligence artificielle va et a commencé déjà à soutenir la prise de décision. Je peux penser à l'imagerie médicale, du côté radiologique et autres, et dans plein d'autres secteurs laboratoires, là, mais de plus en plus aussi dans la planification des effectifs, okay? Dans la prévention, l'optimisation des trajectoires de soins, c'est de plus en plus utilisé. Puis je pense qu'il faut innover, il faut laisser le maximum d'agilité à ceux qui doivent l'utiliser au profit finalement de notre clientèle, au profit de l'apprentissage commun, là, finalement, dans cela. Donc, les patients, comme je disais tantôt, deviennent des partenaires de plus en plus actifs de leur santé, avec des outils numériques personnalisés, on pourrait en nommer plusieurs applications, qui sont actuellement assez bien, qui vont évoluer, qui vont disparaître. D'autres nouvelles vont arriver parce que l'évolution de la technologie est vraiment très importante et très intéressante surtout, là. Il s'agit de bien l'utiliser. Donc, d'ici 2030, je pense qu'on va assister à une redéfinition des champs d'exercice, avec plus de transversalité, moins de silos professionnels. La reconnaissance, justement, des diagnostics et l'élargissement des activités professionnelles, pour moi, c'est un élément que les professionnels doivent et ils ont vraiment besoin. C'est une avenue prometteuse qui est en cours actuellement. Je travaille sur ce chantier-là, entre autres. Donc, on peut parler de l'ensemble de plein de professionnels, infirmières praticiennes spécialisées, comme je disais tantôt. Vincent en parlait aussi, psycho, inhalo, physio, travailleurs sociaux. Et là, on pourrait tous les nommer, le ergo, chiro, là. Mais ils vont prendre une place plus importante et plus directe et plus rapide dans l'offre de services et de permettre une meilleure accessibilité à l'ensemble de la clientèle. Donc, le leadership clinique partagé entre professions
intégré dans des équipes locales autonomes responsables, c'est un élément que moi, je m'attends beaucoup. Donc, c'est sûr que le système va évoluer. Il faut se donner le droit à l'ajustement. Hein? On fait des essais, des ajustements et autres. C'est un écosystème qui est apprenant et agile. Mais si on veut que ces changements prennent forme, le système aussi doit se doter de nouvelles capacités. Que ce soit dans la continuité de soins, télésoins, on en parlait tantôt, pharmacie communautaire, diagnostic, prescription et autres. Là. Mais le soutien de l'intelligence artificielle va nous faire un pas de plus. Okay? Que ce soit pour gagner en efficacité, élargir le rôle des professionnels. On est là-dedans, c'est ce que je m'attends. Alors, en bref, le changement va venir continuellement et va venir vite. Attachez vos tucs. C'est nécessaire. Voilà. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Alors, j'aimerais faire un dernier tour de table assez vite et vous demander qu'est-ce qui vous donne vraiment espoir d'un vrai changement dans le système de santé. On en parle depuis longtemps, mais qu'est-ce qui va vraiment changer? Peut-être, Dr. Dumouchel, on peut commencer avec vous. Écoutez, en fait, j'ai vraiment espoir parce que justement, les conversations sont en train de passer on est tout le temps en manque de budget, il manque de médecins, à OK, comment les technologies vont venir pallier justement à la crise de la santé. Avec le vieillissement de la population actuellement, écoutez, on a justement un manque de travailleurs dans le domaine de la santé qui va justement s'élargir et continuer à augmenter. Mais les technologies, j'y crois beaucoup pour venir justement pallier à certains de ces problèmes-là. Et on tourne la discussion autour de l'expérience patient, justement. Okay? Comment est-ce qu'on va aller mesurer sur le terrain leur appréciation de ce qui se passe et comment ils le vivent, justement, cette expérience-là, de manière à avoir un feedback, une rétroaction qui est vraiment nécessaire pour pouvoir s'améliorer dans un processus continu, que ce soit comme individu, comme professionnel de la santé, jusqu'à comme organisation ou comme province au niveau de Santé Québec. Donc, on est en train de faire ces mesures-là et on a un sens, justement, d'aller mesurer l'impact de certains de nos changements et justement de voir l'impact et les outcomes sur la santé de nos patients. Et Judy Curran, vous travaillez dans ce domaine très important de l'IA qui change vite. Qu'est-ce qui vous donne espoir qu'on va vraiment changer le système? Ouais, écoute, ce qui me donne beaucoup d'énergie, de passion, c'est de savoir par le biais de l'IA, on va avoir une opportunité de changer comment on fait les soins de la santé, passer d'un monde où les soins de santé aujourd'hui sont réactifs et aller vers un monde où les soins de santé vont être beaucoup plus préventifs. Pour peut-être changer un petit peu d'où ce que j'allais, je veux prendre un moment pour remercier mes collègues panélistes pour leurs idées et ce qu'on a appris aujourd'hui. Je veux vous dire que je vous ai entendu, que TELUS vous a entendu, TELUS Santé vous a entendu et que vous pouvez compter sur moi et TELUS Santé pour continuer à propulser notre partenariat de plus belle vers l'avant. Je crois vraiment, basé sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, qu'ensemble, on va vraiment être capable de faire un futur meilleur. Et puis, ça me donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. Un très bel exemple de collaboration entre différentes parties du système. Éric, vous êtes une personne très positive. Qu'est-ce qui vous donne espoir dans les prochaines années? Il va y avoir du vrai changement. Oui, bien, moi, je pense ce qui me donne espoir, c'est, on se parle. Donc, les acteurs, je pense, ne se sont jamais autant parlé, que ce soit santé publique, médecins, assureurs, partenaires santé. Donc, ça, je pense que c'est une bonne base. Il y a aussi le fait que, tu sais, je pense qu'on c'est une crise, là, la situation actuelle en santé, puis c'est normal, hein? Dans les années 60, on avait 8 travailleurs actifs pour une personne de 65 ans et plus. On va être à 2 pour 1 en 2030. Donc, c'est normal que les besoins explosent. Puis ce qui me donne aussi confiance, c'est qu'on a des outils incroyables. Donc, quand ce système-là a été mis en place, ils ne pouvaient même pas espérer avoir des outils comme ça à leur disposition, les gens qui ont mis ça en place. On les a. Donc, c'est à nous, je pense, les acteurs ici, de faire en sorte qu'on adapte le système et on le rend plus intelligent, plus préventif, plus basé sur les données modernes. Yvan, vous avez vu le système changer depuis une quarantaine d'années, lentement. Qu'est-ce qui vous donne espoir dans le futur que les choses vont changer beaucoup plus vite, que le public va être satisfait? D'abord, on ne voit pas tout ce qui change. Il y a beaucoup d'éléments qui changent rapidement, mais qu'on ne voit pas. Naturellement, on s'intéresse beaucoup aux différentes problématiques. Puis quand je vois différents gestionnaires, je fais du mentorat. Les gens souvent m'arrivent et me disent « Écoute, j'ai tel problème, puis je suis toujours dans les problèmes. » Bien, je dis « Tu n'aurais pas de job si tu n'aurais pas de problème, parce que toi, c'est là pour régler les problèmes, faire avancer les choses. » Donc, ce qui m'enthousiasme pour les prochaines années, c'est constater qu'on ne parle pas juste des réformes structurelles, mais on est plus, en tout cas moi, puis où j'interviens, puis quand je vois les gens travailler, on travaille beaucoup sur le changement.
Puis là, ce qu'on entend aujourd'hui, entre autres, là, en profondeur par rapport à notre rapport aux soins, à la santé, je dirais à la collaboration, mais beaucoup en soutien, là, vraiment patient partenaire et autres, la collaboration, c'est important. Donc, la reconnaissance des différents professionnels, la volonté de collaborer comme tel, il faut être à l'écoute de l'épuisement. Il faut être à l'écoute, là, justement, de leur capacité, de leurs liens, parce que si la transformation est bien pilotée, on va faire la différence. Mais pour faire la différence, comme je le disais un peu tantôt, quand on rencontre les gens, souvent les gens sont à l'attente de décisions. Moi, je leur dis, attendez pas des décisions, là. Provoquez-les. Okay? Créons des leviers d'opportunité avec chacun de nos moyens, etc., en collaboration. Puis on peut faire la différence comme ça. Okay? Donc, ces leviers-là là, passent par différentes initiatives. Là, il faut les faire émerger là, puis s'en servir. Et dernièrement, Dr. Dumouchel, vos patients, est-ce qu'ils sont prêts pour ce changement? Est-ce qu'ils le veulent? Écoutez, ils sont plus que prêts. En fait, ils nous amènent les changements dans nos bureaux, dans nos cliniques, littéralement. Hein. Il faut être prêt à, justement, à être ouvert connectivement, d'avoir justement s'ouvrir à avoir nos patients qui nous parlent de certaines applications, qui nous parlent de certains programmes. Des fois, on n'est pas tout le temps au courant de tout, puis il faut s'avouer justement vulnérable dans ces moments-là, mais c'est en apprenant d'eux et en incorporant justement ces changements-là qu'il va avoir des beaux impacts pour le reste de nos patients. Excellent. Merci beaucoup à nos panélistes exceptionnels. C'est une très belle conversation. Nous avons passé de la revue de nos défis actuels à l'exploration des solutions émergentes. Ce qui ressort clairement, c'est que la transformation des soins de santé implique un alignement sur plusieurs dimensions, de la technologie à l'innovation en matière d'assurance, en passant par la pratique clinique et la conception du système. Alors, merci beaucoup, Jody, Éric, Vincent, Yvan, d'avoir partagé votre expertise et votre vision avec nous aujourd'hui. Et maintenant, revenons à Ratio pour voir ce qui nous attend dans le programme de notre 21e conférence annuelle TELUS Santé.